Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Aujourd'hui, pour le plus grand plaisir des fans de Java, on plonge dans l'univers Spring Boot. On avait déjà parlé de Spring Boot dans un précédent podcast et on avait parlé en fait surtout du framework dans les grandes lignes, mais l'idée aujourd'hui, ça va être vraiment de s'attarder principalement sur la dernière version majeure qui est sortie, donc c'est la version 3, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler surtout des nouveautés que ça apporte, de la migration de Spring 2 à Spring 3 et aussi de vous donner quelques tips sur le framework. Alors pour échanger sur le sujet, on est aujourd'hui en comité très réduit. Je pense qu'on n'a jamais été aussi peu autour de la table. Crème de la crème. Voilà, j'allais dire, certains diront la crème de la crème. Bon, on se donne rendez-vous à la fin du podcast pour dire est-ce que c'est ça ou pas. Alors on a, vous aurez reconnu, donc Philippe, Java Menegri. Salut. Et on a Nathan, le monsieur propre du code. Hello. Alors désolé pour ceux qui suivent le podcast depuis un moment et qui sont des fans d'Arthur. Il n'était pas dispo aujourd'hui, mais on vous promet, il revient dans le prochain épisode, donc soyez patients et vous inquiétez pas, il revient vite. On démarre ? On va quand même commencer par refaire un petit point de base, on va poser les bases. Philippe, est-ce que tu peux nous rappeler vraiment dans les grandes lignes qu'est-ce que Spring Boot et comment ça marche ? Alors, Spring Boot, c'est une version qui permet d'utiliser le framework Spring, que tout le monde connaît, qui permet de faire du développement d'applications web en Java. Et c'est une déclinaison qui permet d'avoir, comme son nom l'indique, une version boot, qui puisse démarrer. Donc, en fait, qui encapsule directement à l'intérieur un serveur d'application Java, que ce soit Tomcat, Jetty, en fonction des versions, et qui vous permet, en fait, directement d'avoir un espèce de starter kit immédiat qui vous permet de développer avec toute la puissance de Spring, généralement des API web. Okay. Même si on nous avait déjà trashé dans un précédent épisode, ça peut faire autre chose que de l'API web. Néanmoins, c'est quand même massivement utilisé pour faire de l'API web. Ok. Et ici, du coup, on l'utilise uniquement pour faire de l'API web ou est-ce que des fois, dans des projets, vous l'utilisez pour autre chose ? Non, on l'utilise quasiment exclusivement pour faire de l'API web, du microservice et tout ce qui tourne autour des batchs là-dessus. Mais c'est quand même massivement utilisé pour faire ça. Il y a un type de projet particulier pour lequel Spring Boot, c'est plus conseillé, où il y a finalement, en fonction, de la taille, de la complexité du projet, c'est intelligent de mettre en place un framework comme ça. Alors, la question, elle se pose plutôt à l'inverse, c'est est-ce qu'il y a un projet sur lequel Spring Boot ne fonctionnerait pas Là, on voit le fan, quand même. Non, ça annonce la couleur. Tu l'avais venir J'ai vu ton petit sourire avant de parler. Non. Donc, si vous êtes dans l'univers de Java et que vous avez décidé de développer une application web, il n'y a pas vraiment de concurrents aujourd'hui. On peut parler peut-être de Quarkus, sur lequel on a un peu échangé, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont ce niveau de maturité. Enfin, je veux dire, si vous faites de l'API web avec du Java aujourd'hui, à date, vous avez 99% de chances de partir sur les Spring Boot. Spring Boot, comment est-ce que ça a évolué ces dernières années ? Déjà, ça date à peu près de quand, ce framework ? Alors, Spring Boot, ça date à peu près d'une dizaine d'années. C'est pas c'est à la fois vieux et pas très vieux. Ça dépend d'où on se positionne. Ça évolue, comme toutes les techno Java, assez lentement. La version 2, moi j'arrive même plus à me souvenir depuis combien de temps elle existe, mais elle existe depuis un très bon temps. Et en fait, ils font des versions. Alors Spring, faut voir que c'est un framework derrière, donc ça évolue sur un ensemble de librairies, c'est assez compliqué, mais ça évolue à la vitesse que laquelle évolue Java. Donc ça évolue globalement très lentement et c'est très agréable justement parce que ça évolue lentement. Et quand ils amènent des fonctionnalités, ils les amènent au compte-gouttes et généralement avec une forte rétroactivité, ce qui fait que vous avez pas mal de temps pour arriver à mettre en place une nouvelle version. C'est quoi, t'as une nouvelle version, si on parle pas des majeurs, mais des versions qui t'as un petit peu en dessous, t'as une nouvelle version type tous les 6 mois ou c'est vraiment au gré de ce qui... Non, alors les grosses majeures, les 1, 2, 3, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment de rythme qui soit établi. Et par contre, globalement, il faut compter une mise à jour, alors pas mineure, mais une mise à jour classique tous les ans à peu près, c'est à peu près le rythme, avec le fait qu'ils les maintiennent globalement pendant 1 an en support open source et puis 3 ans si vous les faites en support commerciaux. Mais par contre, de passer de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, même si ça n'a pas existé, c'est pas compliqué à faire. Donc c'est facile. Là, c'est un peu différent parce qu'on passe sur une version 3 qui dit breaking change à plein d'endroits.
J'ai limite justement le seul moment où c'est un peu compliqué de monter de version, parce que c'est là où justement toute la rétrocompatibilité qu'ils gardent, ils vont enlever une partie, ce qui fait qu'en fait, tout ce qu'on a gardé et qu'on savait qu'ils allaient enlever, c'est le moment où ils l'enlèvent et on doit s'adapter, quoi. Vous vous souvenez je sais pas si vous aviez testé la version 1 ou pas? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je te dise? Que c'était bien? C'était déjà bien à l'époque. Est-ce que c'était déjà oui, bien, à l'époque, il faut se remettre dans l'univers. Il y a 10 ans en arrière, on était en J2E. On faisait du J2E sur des serveurs JBoss, sur des serveurs WebLogic, et c'était hyper lourd, hyper compliqué. Et est venu Spring Framework pendant un premier temps, et puis après ils ont fait la déclinaison Spring Boot, et ça a été un peu la révolution dans l'univers de Java, avec une certaine légèreté et agilité qui n'existait pas précédemment dans le monde de Java. Et ils avaient déjà fait, il y a eu ça effectivement qui a dû faire du bien en tant que dev comme arrivée d'outils. Et il y avait déjà eu un gros breaking change du coup entre la version 1 et version 2. Il y avait déjà aussi pareil pas mal de choses. Ouais, c'est pareil. Il y a toujours des migrations un peu difficiles, mais encore une fois, je pense que c'est un des vrais atouts du langage Java et de l'univers Java en tant que tel. Les mises à jour, c'est douloureux, mais ça se passe. Là où il y a des langages où c'est douloureux et ça se passe pas de monter cette version. Java, vous pouvez toujours utiliser l'API Java Date, utile Date, qui est dépréciée depuis, je sais même pas depuis que. C'était Java 7, il me semble. Ouais, depuis que je suis né, elle était dépréciée quoi. Et en fait, elle marche encore. Donc il y a vraiment cet esprit et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un langage qui est particulièrement apprécié en entreprise, c'est parce qu'il y a cet esprit qu'on n'a pas tous les jours envie de. Se poser la question ouais. Est-ce que ça va payer. Et puis c'est pour ça que c'est aussi c'est pour ça que c'est aussi un langage qui est moins dynamique que les autres. C'est-à-dire que les fonctionnalités ils mettent plus de temps à les mettre, mais quand ils les mettent, vous êtes certain qu'elles vont pas changer. Si on parle un peu du coup de la version 3, c'est quoi les grandes nouveautés, Nathan? Java 17 déjà peut-être? Oui, en fait Java 17 était déjà là, présent, on pouvait déjà l'utiliser avant, mais la version 3 justement, c'est là où on dit on peut pas utiliser autre chose que Java 17 ou au-dessus. C'est que tout ce qui était en général Java 11, Java 8 sur les projets n'est plus du tout utilisable sur des applications Spring Boot 3. Ouais, je rajoute à ça que Java, c'est la base du langage sur lequel on travaille, sur lequel il y a un JDK, sur lequel après il y a des frameworks, dont Spring Boot. Tout à l'heure, Nathan a très justement dit qu'il savait dropper le support pour tout ce qui était Java antérieur à 17. Sachant qu'aujourd'hui, la majorité des applications dans le monde, elles sont sur Java 8 et Java 11. Donc ça veut dire que ça élimine déjà beaucoup de choses. Mais sachant que de manière globale, une montée de version de Java, de passer de Java 11 à Java 17, pour ce que j'en ai déjà fait, c'est quasiment c'est très simple. Il y a très vivant. Contrairement au framework qui rajoute une couche et qui va avoir des breaking changes et les enlever plus facilement, Java est très rétro-compatible. Donc la mise à jour est vraiment très simple. C'est, je crois, limite un des points les plus simples à monter si jamais on fait la migration Spring Boot. En termes de changement, je sais que un des points que Spring poussait, c'était l'aspect natif de Spring Boot. Pouvoir compiler son projet, non pas dans un jar comme habituellement, mais dans un exécutable natif. Il y a toujours les montées de version globale, parce que Spring, c'est avant tout, on va dire, un package qui va proposer plein de services différents avec plein de sous-librairies. Il utilise des outils très connus comme Hibernate, comme Flyway, Liquidbase. Et en fait, quand on nous dit la version 3 de Spring Boot, c'est un ensemble de librairies et on vous assure que telle version d'Hibernate, telle version de Flyway, etc. fonctionne et elles fonctionnent entre elles. Et du coup, quand on passe en version 3, on prend aussi toutes les montées de version de toutes les sous-librairies. Donc de mémoire pour de l'Hibernate, on passe justement dans la version 6 d'Hibernate, alors qu'avant on était en 5.6, il me semble. Et il y a tous ces changements qui ne sont pas directement liés au framework Spring, mais sur lesquels on est quand même impacté par notre utilisation et les dépendances qu'on a dans nos projets. Dans les autres changements et plus par aspect nouveauté, il y a des points liés aux erreurs de l'application, c'est-à-dire que il existe tout un standard lorsqu'on traite avec des API pour spécifier le code d'erreur et également le format de l'erreur qu'on va récupérer. Et Spring ne proposait pas d'implémentation toute faite pour le faire, donc c'était tout à fait possible de le mettre en place. Mais là, du coup, c'était comment? C'était à la mano du coup oui, en fait, il proposait tous les outils pour que nous, on puisse le mettre en place. Et là, il propose directement le format de retour qu'on va avoir sur l'erreur. Et c'était justement des choses sur lesquelles, je pense, Spring a des progrès à faire. C'est avoir vraiment respect des standards qui poussent jusqu'au bout. Si on compare, on va dire, son ami en .NET, où eux, ils ont vraiment une application des standards très, très rigoureuse.
Spring propose toujours les mêmes fonctionnalités, mais avec c'est moins poussé sur les standards. Après, je crois que c'est à peu près tout dans les nouveautés. Il y a sûrement plein de petites choses. Et il y a le passage de JavaX à Jakarta. Oui. Après, c'est quoi du coup de Jakarta et JavaX? Alors en fait, je saurais pas exactement expliquer pourquoi, mais ils ont décidé de se séparer dans la manière de fonctionner sur la partie truc, et du coup ils ont changé les noms de packages. Donc en fait, à la place de toutes les dépendances que vous aviez en JavaX classiquement, elles passent en Jakarta. Ce qui peut paraître assez neutre comme façon de faire, mais ce qu'en fait est assez... Alors je suis à une antenne, donc je vais pas dire de mots grossiers, mais c'est assez fastidieux, même si les éditeurs, les IDE de dev permettent de le faire, de changer toutes les dépendances de tous les projets, de tous les trucs pour que ça fonctionne en Jakarta. Après, la réelle difficulté dans cette migration, c'est pas réellement dans notre propre projet, parce que vraiment, on recherche tous les Javax et on les modifie à quelques exceptions près. C'est vraiment toutes les librairies annexes qu'on utilisait, qui utilisent encore Javax, et dans lesquelles on est obligé de faire la montée de version pour que ça puisse ne serait-ce que juste compiler. Et c'est vraiment toutes ces dépendances où on est plus ou moins, on n'a pas le choix d'être à jour sur la majorité des librairies qu'on utilise autour, parce que tout marchait avec Javax avant. Donc c'est pour moi la grande difficulté réside vraiment dans les librairies qu'on va utiliser et non pas sur le scope que Spring va proposer. Dans les grandes nouveautés de la version 3, côté service, contrôleur, etc., ils ont mis des choses aussi en place Pour moi, non. La base reste vraiment la même. Et je crois dans les derniers points qu'on peut souligner, c'est l'aspect Spring Security. Ils ont fait une grosse mise à jour dans la version 2.7, il me semble. Et du coup, comme d'habitude, l'ancienne syntaxe était dépréciée mais toujours utilisable. Mais cette fois, en fait, avec Spring 3, on n'a pas le choix d'utiliser la nouvelle syntaxe. Et pour des projets qui ont une authentification un peu complexe et assez lourde, ça peut prendre du temps de traduire toute la syntaxe et recomprendre pas le nouveau concept, parce qu'ils n'ont pas tout réinventé, mais en fait, chaque syntaxe va avoir des impacts derrière et être sûr que ce qu'on a fait marche bien, quoi. Et Spring Security, pour ceux qui savent pas ce que c'est un espèce de filter que vous allez mettre en entrée de votre application et sur lequel vous allez pouvoir appliquer des politiques de sécurité, de qui a droit d'accéder à cette API, avec quelle authentification, ce genre de choses. Et ça, c'est un truc... alors moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'est absolument pourri en Spring 2X, parce que c'était imbitable et qu'on comprenait pas ce qu'on écrivait. Une fois qu'on l'avait écrit, on était incapable de le relire. Ils l'ont monté avec Spring 3. Franchement, je trouve ça pas beaucoup plus clair. Je suis d'accord. Il y a eu une tentative. Il y a eu une tentative, mais franchement, et en plus, alors on pourrait penser, parce que je suis aigri, que c'est ça, mais en fait, vous allez dans n'importe quelle entreprise et vous demandez comment est configuré le Spring Security, et globalement, vous dites pas le toucher parce qu'on l'a mis en place une fois et on sait plus trop comment ça marche, quoi. Ce que je trouve un peu préjudiciable, sachant que toute la sécurité de l'application se base sur ce truc-là. Je trouve que du côté Spring, il nous écoute sûrement pas, mais il pourrait faire un effort sur la lisibilité de la configuration de cette brique qui est ô combien importante. Je trouve que vraiment le plus gros défaut, c'est même quand tu veux faire quelque chose de simple, qui va être un peu modifiable, etc., en fait, tu te retrouves à avoir fait 3 classes différentes juste pour donner le droit à une personne. Ouais. Et c'est vite compliqué. Alors, si vraiment on veut quelque chose de simple, il faut passer par un standard ou IDC ou ce genre de choses avec une lib toute faite et au moins on est tranquille. Mais dès qu'on va faire un petit truc à la main, tout de suite, en fait, on a beaucoup de classes dans tous les sens. C'est compliqué. Comprendre qui appelle quoi. C'est assez complexe. Vous étiez content quand vous avez vu qu'il y avait une version 3 qui allait sortir et toutes les nouveautés là que vous venez de citer globalement ou alors je vais te la faire. Alors, l'informaticien qui est en moi est toujours un peu excité à l'idée d'une nouveauté. Enfin, je pense que Nathan, qui est beaucoup plus jeune que moi, encore plus. On a toujours ce petit moment de picotement en se disant « Oh, ils vont faire des trucs trop méga cool, tout ça ». Et puis après, on s'aperçoit... Déjà, je trouve que les release notes sont de plus en plus fines. Il n'y a pas grand-chose. Et après, vous pensez à l'implémentation. Et quand, du coup, vous êtes dans une approche microservice et que vous avez des systèmes d'information dans lesquels vous avez des centaines de services et vous dites « il va falloir que je migre tous mes projets », bon, c'est moins fun. Ouais. Et moi, j'étais assez content. J'ai même testé les versions avant qu'elles sortent un peu surtout sur l'aspect compilation native qui m'intéressait particulièrement. Pour un peu voir ce qu'ils avaient fait, etc. Et oui, personnellement, j'étais très content quand c'est sorti de juste pouvoir tester. Maintenant, vraiment, quelques mois après, ça me fait ni chaud ni froid. Sur le moment, ouais. Et vous pensez que là, avec tous les nouveautés qu'il y a eu, il va y avoir des impacts sur, par exemple, est-ce que la création de projets va être facilitée ou est-ce que Non, alors moi clairement, ça change rien.
C'est-à-dire que là, on est sur de l'amélioration de pratique. On est sur des choses importantes. Hein. Je dis pas que c'est pas bien. Mais je veux dire, on n'est pas sur un breaking change qui fait que ça va révolutionner la manière dont on code nos applications. Et quelque part, heureusement, parce qu'on a des centaines de milliards de lignes de code en Java et on n'a pas spécialement envie de se les réécrire avec la nouvelle méthode cool. Donc, non. Non, je sais pas si tu as prévu, mais il faudrait peut-être faire un focus sur Hibernate 6 parce que c'est quand même. Je l'avais dans le coin de la tête. Ouais. C'est un grand sujet sur la migration, justement. Et du coup, on peut entamer justement le sujet de la migration un peu plus dans la pratique. Vous avez eu l'occasion là de faire une migration sur un des projets du coup. Ouais. Alors comment est-ce que ça s'est passé? C'est quoi le retour d'expérience? Et parle-moi d'Hibernate. En fait, ça va beaucoup dépendre du projet. Il y a plein de projets qui, s'ils sont pas très conséquents ou ils ont été créés récemment, en fait, le bagage de code qui était déprécié est assez faible et à monter, c'est assez simple. Dans les points vraiment critiques à l'authentification, si jamais l'implémentation est complexe, rapidement, ça peut être compliqué à remettre en place et surtout à tester, en fait, quand on a une application avec 3 types d'authentification qui varient avec les rôles. Vérifier que tout marche bien, en fait, c'est limite ce qui prend le plus de temps. Le deuxième point, c'est pas forcément un point qui va prendre du temps, mais je sais que les librairies Spring Batch ont évolué également. Non pas, ils ont supprimé tout ce qui était déprécié, mais ils ont rajouté du code déprécié. Ce qui fait qu'en fait, pour la prochaine mise à jour, on n'aura pas le choix de modifier la syntaxe. Donc c'est que de la modification de syntaxe, rien de bien méchant, mais ça prend un peu de temps. Et le dernier point, du coup, c'est Hibernate 6. Hein. On garde un peu de suspense. Mais c'était vraiment... Hibernate rajoute vraiment une couche entre nous, on écrit notre code pour interagir avec la base de données, et eux, ils s'occupent de générer tout ce qui va être SQL pour interagir vraiment avec la base de données. C'est que, on va dire qu'il y a une petite couche obscure entre nos interactions et ce qui va se passer en base de données. Et le problème, c'est que elle a un peu évolué. C'est que je sais que moi, il y a des projets où on avait une configuration, on devait retourner certaines données de la base de données, et en fait, on n'a plus exactement les mêmes données après la montée de version. C'est que ça peut être problématique. Donc, on se retrouve à avoir des bugs dans notre application alors que tout est censé bien marcher, juste parce qu'on a monté de version l'application. Donc, c'est vraiment un point où je trouve que avoir des tests dans les projets, c'est là où c'est très important, parce qu'en fait, sans usage, on se rend compte très vite que dans notre test, on n'a plus les mêmes données en retour, et tout de suite, il y a des warnings partout, et on sait que là, il y a un travail à faire dessus. Ouais, je pense peut-être qu'on peut revenir sur ce qui est censé apporter Hibernate 6 par rapport à Hibernate 5. Alors Hibernate 5, ça fait des années que ça existe. On est sur Hibernate 5 depuis très très longtemps. Pour les gens qui manipulent un peu cette technologie, on peut peut-être rentrer un poil dans le détail. En fait, historiquement, vous aviez 2 manières d'écrire des requêtes en Hibernate. Vous aviez tout ce qui est globalement le HQL, donc c'est une espèce de syntaxe dans lequel vous avez un pseudo SQL qui vous permet d'aller récupérer des graphes d'objets, et vous aviez tout ce qui était Criteria. Criteria, qui est une API Java qui permettait de créer des requêtes. Et en fait, ce qui se passait derrière, c'est qu'en gros, le Criteria a été transtypé, transformé en HQL, qui lui-même derrière a été transformé en SQL. C'est ça le process. Et du coup, pour des raisons d'implémentation interne, ils ont changé cette approche-là avec l'introduction d'une nouvelle technologie entre les deux. Donc on n'est plus sur Criteria versus HQL qui va amener à du SQL. On est sur Criteria qui va passer dans ce langage pivot et HQL qui va passer dans ce langage pivot. Puis celui-là, il sera converti en SQL. Donc on change un petit peu on sent qu'il y a un petit peu de parcours de requête. Alors pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour plein de raisons, en particulier de qualité, de performance, de qualité de code et compagnie. Mais aussi ça a un impact sur la manière dont sont générées les requêtes. Je rappelle, Hibernate, ça permet de générer des requêtes SQL, et du coup on se retrouve avec des situations où le même code historique peut amener à générer des requêtes SQL qui sont différentes, qui dans 99,99% des cas va pas poser de problème parce qu'on le verra pas ou très peu, mais qui peut avoir des impacts comme l'a spécifié Nathan. À ça, ils ont ajouté une autre chose qui est fondamentale par rapport à avant, pour ceux qui ont fait de l'Hibernate depuis longtemps et qui critiquaient le côté verbeux des requêtes avec un certain nombre d'utilisations d'alias. En Hibernate 6, ils ont changé la manière d'accéder aux données. Alors avant, ils l'accédaient par nom de variable en alias, et là, bon, on va pas rentrer trop dans le détail, mais ils accèdent dans un tableau en séquentiel avec les index de colonnes, ce qui va permettre une seule chose. Déjà, ça permet 2 choses. C'est pas une rapidité accrue, parce que du coup, c'est beaucoup plus rapide d'accéder par tableau, peu importe. Et le deuxième, c'est que ça permet de faire en sorte qu'Hibernate n'ait pas besoin de générer des alias à tous les endroits, donc dans les requêtes, et on obtient des requêtes beaucoup plus comme celles qu'aurait écrit un humain sans ChatGPT.
faut le placer à toutes les podcasts. Voilà. Donc du coup, ces changements-là font qu'ils sont et c'est pour ça que de toute façon, de toute manière, les montées de version d'Hibernate c'est toujours un peu fastidieux et dangereux. Ces changements-là qui sont pour le bien de la technologie et qui font qu'on a une certaine performance qui est améliorée et des requêtes qui sont plus facilement compréhensibles et lisibles, fait que vous pouvez avoir des comportements aux limites qui sont un peu différents. Et c'est ce dont Nathan a éprouvé, le plaisir. J'ai un peu souffert et je suis un peu même embêté encore maintenant parce qu'il y a des solutions, on va dire clés en main pour facilement faire des choses à optimiser qui ne marchent plus trop et parce que je pense qu'elle marchait mais un peu de manière pas intentionnel de la part d'Hibernate. Ouais. Il fait qu'en fait, il faut retrouver d'autres nouvelles solutions qui soient assez simples à mettre en place, lisibles dans les projets, et en même temps, on puisse avoir des requêtes optimisées. Quoi. Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient les problématiques de faire la montée de version, est-ce que vous avez des bonnes pratiques à conseiller ? Comment est-ce que finalement, comment est-ce qu'on s'y prend pour entamer ce chantier ? Alors, je pense que la première étape, c'est toujours de faire Déjà, il faut lire globalement ce qui a changé dans parce que sinon vous allez perdre un temps infini à pas comprendre ce qui se passe. Donc lisez globalement les headlines de ce qui ont changé pour avoir une idée. Dites-vous si vous avez ça ou pas dans vos projets. Et après, le plus simple, c'est que vous allez utiliser généralement un Gradle ou un Maven ou je sais pas ce que vous voulez utiliser. Et c'est du coup d'essayer de faire une migration à blanc, de monter tout et de regarder où ça pète de partout. Donc vous avez des erreurs faciles. En Java, c'est un langage compilé, donc vous avez toutes les erreurs de compilation. Bon, ça, c'est la partie facile de l'iceberg parce que, comme disait Nathan, vous corrigez et ça compile, quoi. Par contre, après l'exécution, c'est là où ça devient plus compliqué. Et là, il faut être un peu solide sur les tests que vous faites, parce que vous pouvez pas vous dire que ça compile, ça s'exécute, ça marche, parce que tu as beaucoup d'effets de bord qui sont à prendre en compte. Donc la règle, c'est toujours de tester, d'essayer d'anticiper, et puis de pas juste dire que c'est une migration facile d'une mineure sans checker, quoi. Il y a des erreurs, à contrario, j'allais dire à éviter. Est-ce que vous avez déjà fait des bêtises en faisant des montées de version, où vous avez pété des trucs Ouais, la première bêtise d'une montée de version, tu veux savoir ce que c'est ? Vas-y. C'est de croire que ça va bien se passer. Non, et de se l'attaquer en milieu d'une milestone en disant ouais, vas-y, ça va prendre. Je suis d'accord. Ouais, le seul conseil que j'ai donné, c'est une chose à la fois, c'est-à-dire que on va compiler, on va remarquer un problème, en remarquant le problème, on voit qu'il y a autre chose qui a pété, etc. En fait, on arrive vite à régler 3 problèmes en même temps et on se rend compte plus trop de ce qu'on fait et on se perd très vite et d'être très méticuleux lorsqu'on le fait, ça me paraît être Et l'autre chose, mais c'est vrai que c'est un conseil mais qui paraît évident, mais sur les grosses montées de framework type Spring ou compagnie, il faut peut-être pas le dire à l'éditeur, mais il faut attendre quelques mois. Ouais, attendez que la communauté se soit bouffée les dents sur des montées de version, vous aurez des retours d'expérience de blog qui vous expliqueront quoi faire, parce que quand ça se passe dans la vraie vie, c'est assez pénible. Donc il faut attendre. Là, on a attendu, ça fait 5-6 mois que c'est sorti maintenant, je pense, quelque chose comme ça, décembre. Ouais, je pense. Décembre, donc ça doit faire pas loin de 6 mois. Et là, on commence à avoir, nous, on a commencé à migrer 1 ou 2 projets, et là, on va pouvoir passer à l'échelle et migrer tous les projets. En plus, ce que tu dis là, c'est vraiment très, ça marche vraiment parce que sur la sortie de Spring, ils étaient avec une version d'Hibernate un peu toute fraîche. Et en fait, il y avait un bug dedans. Et je sais que j'avais fait une migration très vite pour tester justement. Et j'avais mon application qui marchait plus, sauf qu'en fait, j'étais quasiment sûr que c'était pas de ma faute. Sauf que le peu de pourcentage où en fait l'erreur vient de la librairie et pas de notre code, c'est rare. Assez rare. Et justement, on a dû attendre une 3.0.1 qui est sortie très rapidement après parce qu'en fait, c'est le problème. C'est que si on se lance trop vite dedans, ça peut vite être un peu problématique. Si on parle un peu d'avenir avant de clore le sujet, est-ce que pour vous, il y a encore des manquements côté de Spring ? Est-ce que des choses qui vous déplaisent ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont évoluer encore dans les prochaines années à ce niveau-là ? Voilà. Ils viennent de faire une montée de version là, mais alors, j'imagine que on est déjà dans le turfu. On peut répondre. Ouais. Alors on n'est pas chez Spring, donc on va pas vous dire ce qu'ils vont faire, mais la logique du marché actuellement, c'est d'aller vers des choses de plus en plus légères pour aller vers des démarrages instantanés type serverless, type Docker qui démarre en instant, ce genre de choses. Donc ils sont dans cette logique-là. Tout à l'heure, Nathan en a parlé beaucoup de la compilation native pour arriver à faire des binaires exécutables en instantané. Aujourd'hui, le défaut majeur si vous demandez à quelqu'un de neutre sur la technologie, et vous dire le défaut majeur de Spring ou des technologies Java dans son ensemble, c'est que ça va démarrer quand vous démarrez une application, c'est quelques minutes. Ce qui dans le monde d'avant n'était pas un problème puisqu'on laissait tourner les applications 24/24, ce qui aujourd'hui peut poser un vrai problème dans des applications type serverless. Et du coup, le Graal pour arriver à ne pas faire ça, c'est d'être capable de la compiler en natif pour démarrer en instantané. Ou semi-instantané.
Moi, mon avis personnel, c'est qu'il faut continuer à travailler là-dedans parce que je trouve que la techno n'est pas tout à fait sèche, étant donné que je trouve que ça ne marche pas, cette compilation native. Et tous les essais que j'ai pu faire, autres que sur une application avec 3 classes, ne sont pas fonctionnels. Je suis assez d'accord et moi je suis même à me demander un peu au stade au-dessus s'ils vont vraiment y arriver un jour. Parce qu'en fait, là actuellement, j'ai envie de dire, la techno marche un petit peu. Alors, avec pas mal de temps passé et pas mal de petits bricolages à la main, en fait, on arrive à avoir une application qui tourne en native. Mais en fait, le gain sur l'application qui tourne en native est assez faible, je trouve. Elle démarre vite et je pense que c'est tout ce que ça va apporter. Alors que normalement, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais c'est censé apporter bien plus. Avoir une application qui est plus rapide, non pas juste au démarrage, mais sur l'exécution. Sur l'exécution, il y a plein de choses à gagner. C'est déjà du compile natif. La JVM, elle te le compile en natif, donc tu gagneras pas grand-chose. Moi, j'ai quand même plus l'impression, en testant Quarkus dernièrement, que j'ai un réel gain lorsque je passe sur du natif par rapport au Java. Et en fait, en réfléchissant et justement en utilisant Quarkus, le framework est pensé vraiment totalement différemment. C'est fait pour ça. Et en fait, tout le bagage que Spring récupère à devoir instancier des classes au démarrage, faire les configurations, etc. En fait, la façon dont le framework est pensé est très pratique à l'utilisation, mais pour ce qui va être compilation native, je pense qu'ils vont avoir des freins vraiment sur la structure du framework qui font que ils vont réussir à les contourner, ça marchera, mais ils seront toujours limités sur. C'est d'ailleurs le gars de Quarkus, moi j'invite cette interview, là peut-être un an. Ça fait un petit moment, déjà plus d'un an. Mais de toute façon, il m'avait dit que oui, effectivement, le pattern de Spring, c'est au démarrage, en fait, il scanne tous les fichiers pour faire la configuration au démarrage de l'application, et du coup, c'est ça que ça allait être très compliqué, comme tu dis, Nathan, le gars de Quarkus n'était pas convaincu que Spring y arrive, ou en tout cas à un horizon de temps assez proche, quoi. On se donne rendez-vous dans quelques mois, quelques années. C'est ça. Pour voir est-ce qu'ils ont passé la marche. D'ici là, Nathan sera aigri. C'est clair. Ce sera devenu le Java Man aigri. C'est ça. Java Man aigri 2. Bon, merci en tout cas à tous les deux pour vos infos sur Spring. Et puis bon courage à tous ceux qui vont devoir faire les montées de version prochainement. On va passer à notre traditionnelle rubrique. Tiens, on va commencer par le coup de gueule aujourd'hui. Coup de gueule. Philippe, je te sens bien parti. Alors moi, c'est un coup de gueule. GitLab. C'est un coup de gueule, mais que je pourrais mettre à GitHub ou n'importe quel éditeur de trucs. C'est qu'en gros, ils ont tous ces systèmes ont pensé des outils très précis pour faire des code review, avec la possibilité de faire des commentaires, de la qualité de code. Et en soi, toutes ces fonctionnalités fonctionnent très bien. En gros, il y a un truc qui est pour moi une aberration totale, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de faire une review de code hors d'un process Gitflow. C'est-à-dire que si vous prenez, si vous avez une espèce de système interne où vous allez faire un contrôle interne et vous tapez au hasard sur un projet en dehors d'un Gitflow et vous dites je vais faire un audit sur ce code, il n'y a pas du tout moyen, nulle part, ni dans IntelliJ, ni dans GitLab, de dire ok, je démarre un audit de code et je vais mettre des commentaires arbitraires sur des lignes de code là-dessus. Ça n'existe pas. Je comprends pas pourquoi ça n'existe pas, parce que en fait, dans plein de cas, dans plein d'entreprises, tu voudrais pouvoir faire des audits qui soient pas forcément dans un process là-dessus. Et ça n'existe pas. Je comprends pas. Moi, Nathan, toi qui es bien dans la communauté du DevOps et compagnie, je comprends pas pourquoi ce besoin qui est récurrent dans les entreprises n'existe pas dans les outils. Je pense qu'ils séparent deux choses. Ils vont séparer l'audit et entre guillemets, la modification du code. Ils diront juste, tu fais ton audit dans ton coin. Une fois que tu as les guidelines de ce que tu veux modifier, tu fais un ticket par guideline. Après, tu feras ta MR, etc. Et je pense que pour eux, c'est pas du tout dans le scope de choses qu'ils vont devoir de résoudre. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que ça serait une feature assez intéressante. Pas de dire at random, j'ouvre une application et je vais checker du code at random et du coup je me dis ça c'est pas bon, faut corriger. C'est un process d'amélioration continue, mais ça c'est quelque chose qui est complètement oublié. Et pourtant, alors je comprends tout à fait quand on est dans un cas d'une entreprise éditeur logiciel qui a qu'un seul logiciel, c'est plus facile. Mais dans le cas de la majorité de nos clients qui ont un parc applicatif de 10, 20, 50 applications, en fait on passe pas notre temps dans un process de code review. Il y a des trucs qui sont très vieux et en fait des fois on passe sur un applicatif, on a juste dire oh là ça c'est pas terrible, faut l'améliorer. Et ça c'est une fonctionnalité que j'aimerais voir apparaître là-dessus. S'il y en a quelques-uns de chez GitLab, GitHub, etc. qui nous écoutent, faites passer le mot. Merci pour ce coup de gueule. T'as un coup de cœur qui suit ou pas aujourd'hui? Coup de cœur. Alors j'ai un coup de cœur. Allez, j'ai un coup de cœur sur IntelliJ. On va finir sur une note positive quand même aujourd'hui. Positive. Alors je suis peut-être un des rares à utiliser la fonctionnalité qu'ils ont sortie qui permettent de. Je crois que ça s'appelle Code With Me. Alors j'ai un doute sur la fonctionnalité. Mais en fait, ça permet de prendre le contrôle d'un IntelliJ, d'un mec avec qui vous travaillez, et de développer à deux en remote sur le même logiciel. Ce qui paraît
bizarre dit comme ça, mais en fait, ça permet assez facilement de débloquer quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cas passant, c'est alors moi en tant que tech lead ou Nathan en tant que tech lead, on avait un développeur tel un petit pingouin bloqué contre un mur qui n'arrive pas à faire quelque chose. Et du coup, la manière dont on le débuguait actuellement, c'est qu'il nous appelait, on était en remote, on faisait un Teams, il nous partageait son écran, on essayait de déplacer vaguement la souris sur des classes où le gars le déplaçait, ça avançait pas, c'était pas très efficace. Là, ce qui est très agréable, c'est que vous pouvez prendre le contrôle de son IntelliJ et du coup, vous l'avez dans votre IntelliJ à vous et vous codez directement et il voit les changements en temps réel. Donc, vous collaborez sur le même projet et vous n'avez pas à set up un environnement chez vous ou des choses compliquées. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment très, très, très pratique parce qu'en plus, je déteste regarder un développeur taper à 2 km/h au clavier. Je pense que tu vois ce que je veux dire, Nathan. C'est très frustrant sur le moment où tu montes sur ton écran avec ton doigt et qu'il n'est pas du tout là et c'est ici que tu dois cliquer. C'est ça. Donc, du coup, ça, c'est vraiment une fonctionnalité, je trouve vraiment hyper cool. Et qui, je pense, dans toutes les versions IntelliJ, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'invite les gens à l'utiliser parce que je trouve que le pire programming, il n'y a pas mieux, surtout dans la manière d'apprendre les choses, que de montrer aux développeurs, dire, mais non, mais ouvre ce fichier-là et je te montre où c'est que globalement, c'est 10 000 ce que tu as fait. Avec bienveillance. Mais c'est... dire ce petit côté aigri là qui arrive à la fin quand même. Mais du coup, le côté collaboratif comme ça sur des outils comme ça n'existait pas du tout ou c'est juste que tu l'avais pas Ça, je ferai un clin d'œil à ma jeunesse. Quand on était jeune, on développait directement en VI sur des terminaux et on arrivait à faire des synchronisations de VI comme ça. Mais après, ça a été un peu perdu parce que les éditeurs de code étaient assez compliqués. Donc, on faisait plus trop ça. Et là, cette fonctionnalité, ça te fait rire, Nathan. J'imagine la synchronisation de VI et me dire jusqu'où ça a été poussé en me se dire on va peut-être utiliser un logiciel. C'était une époque que t'as pas connue. Ouais, j'ai pas connu ça. Bon, merci en tout cas à tous les deux pour coup de cœur, coup de gueule et puis pour tous vos retours sur Spring Boot. Puis bon, on se tient au courant pour voir comment se seront passées un petit peu les migrations de tout le monde, s'il n'y a pas eu trop de soucis. Et puis après, on se donne rendez-vous pour nous le mois prochain pour le prochain podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis merci à vous d'avoir participé. Bonne journée. À bientôt. Ciao. Salut.